le top, hein. C'est le dernier modèle, il est nickel chrome. Et puis il est moderne, tiens, oui. Justement, quand je dis ça, c'est pas pour rien, il est moderne. Il est d'après 2011. Donc, nos panneaux, notre batterie lithium fer phosphate, le BMS qui est l'organe de sécurité qui va gérer 3 paramètres, la charge maxi, la décharge maxi et également la température de la batterie. Un chargeur 220-12, quand vous allez au camping ou sur un aire de repos, vous allez pouvoir brancher sur le réseau pour recharger votre batterie et aussi la batterie du porteur qui est là. Un régulateur MPPT qui est un régulateur solaire qui va récolter en fait le courant fourni par les panneaux et qui va traiter ce courant-là pour pouvoir l'envoyer au niveau du BMS et dans la batterie bien sûr, puisque le BMS bien sûr est relié à la batterie, c'est un petit composant qui n'est pas très gros, qui est un organe de protection de la batterie. Vous avez également l'alternateur. Donc, et éventuellement, on peut rajouter un groupe électrogène dans le coffre par exemple, pour les cas de coup dur. Bon, l'idéal étant de s'en passer bien sûr. Voilà les 3 éléments qui vont pouvoir charger, enfin les 4 éléments qui vont pouvoir recharger votre batterie. Donc l'alternateur, en priorité ce sera l'alternateur et les panneaux. Alors ça va dépendre si vous roulez beaucoup ou pas beaucoup. Et vous allez voir pourquoi et comment par la suite dans les autres vidéos. Mais là on va en parler d'alternateur tout de suite. Puisque quelqu'un m'a posé une question, alors je vais lui répondre tout de suite. Je me souviens plus de ton prénom, tu m'excuses. Enfin de ton pseudo, c'est en bas sur l'ordi, je l'ai vu tout à l'heure, mais voilà. Tu m'as dit, moi je voudrais être autonome, mettre des batteries en 420 ampères, ok, je voudrais mettre des plaques vitrocéramiques, enfin bon. Alors je vais te dire, par rapport à ça, c'est un peu l'aberration. On est déjà c'est déjà très difficile d'être autonome. Si tu commences à mettre des consommateurs inadaptés, comme des plaques vitrocéramiques, là, tu vas taper dans les batteries à fond la caisse et c'est inutile, quoi. C'est inutile. C'est une ineptie en camping-car de vouloir mettre des vitraux céramiques. C'est ce que j'en pense. Hein. C'est comme mettre, je sais pas moi, une machine à café, une Nespresso, un truc comme ça qui bouffe 1600 watts. Tu vas me dire, elle marche pas longtemps. Ouais, mais c'est 1600 watts, quoi. Ça pompe à un max. Je dirais, acheter une cafetière italienne que vous mettez sur le gaz. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des économies pour des trucs plus importants comme un congélateur, comme un frigo performant. Parce que je trouve que c'est plus important pour moi d'avoir un congélateur qui fonctionne à demeure que d'avoir une machine à café et des plaques vitrocéramiques. Après, chacun son choix. Si vous ne voulez pas de congélateur et vous voulez des plaques vitrocéramiques, pas de problème, c'est possible. Maintenant, si vous voulez tout ensemble, ça ne va pas aller. Voilà. Alors, on va en revenir à ce fameux... Et justement, tu me poses la question, par contre, j'ai un souci avec l'alternateur, quoi. Qu'est-ce que... Tu as un véhicule de 86, tu m'as dit? Donc, justement, on va y venir à ce fameux problème d'alternateur. Alors déjà, il faut savoir qu'un alternateur, c'est pas performant du tout. Grosso modo, si on lui envoie un cheval mécanique, un cheval vapeur, donc à partir du moteur, une énergie mécanique, si on lui envoie un cheval, il ne va pas restituer en électricité la même chose. Alors si mes souvenirs sont bons, j'ai pas regardé, hein, c'est de tête, hein, alors je vous dis tout de suite, ça peut être faux ce que je vous dis, il faudra vérifier, mais il me semble qu'un cheval vapeur, ça doit être 736 watts, je crois, à vérifier. Et votre alternateur, il ne va pas vous restituer 736 watts si vous lui mettez un cheval vapeur de force mécanique, il ne restituera pas l'équivalent en électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes. Tout simplement, il y a des pertes dans la transmission, dans la courroie, qui sont des pertes d'échauffement, de frottement, donc d'échauffement. Et puis dans l'alternateur lui-même, vous avez énormément d'effets Joule, d'échauffement. Et grosso modo, l'alternateur, il va vous fournir que 50% à peu près. Le rendement d'un alternateur, c'est environ 50%.
Donc on lui met, pour faire simple, on va mettre 1 litre de carburant dans le moteur pour faire tourner le moteur. Le moteur va alimenter l'alternateur, mais sur ce litre de carburant qui ne sert par exemple qu'à faire tourner l'alternateur, eh ben, vous aurez que 50% d'électricité. Les 50%, les autres 50% sont partis en chaleur. Et sur le moteur, pareil, hein, c'est exactement pareil. Sur le moteur thermique, on a des rendements de cet ordre-là aussi. Donc on part avec beaucoup de litres pour récupérer un peu de force aux roues et un peu d'électricité, quoi. Grosso modo, voilà où on arrive. C'est pour ça que les voitures électriques, elles, ont un rendement bien plus élevé. Moins de pièces en mouvement, moins d'échauffement, enfin beaucoup de choses dans ce style-là. Enfin bon voilà, il faut le savoir que c'est un mauvais rendement. En plus là, sur un alternateur de véhicule, on sort du triphasé d'abord, pour commencer. On sort du triphasé qui n'est pas géré au niveau de la tension, qui va être redressé par des ponts de diode en sortie, puisqu'on sort de l'alternatif en triphasé. Et nous, ce qu'on veut, c'est du continu en monophasé, pour mettre dans la batterie. Et dans la batterie porteur également. Hein. Donc vous avez un régulateur généralement incorporé maintenant. Dans le temps, il y en avait des déportés, mais ça se fait encore des régulateurs déportés, qui va vous réguler tout ça, et puis les ponts de diode vont vous redresser le courant. Mais vous n'allez pas avoir un courant comme ça. Vous allez avoir quelque chose de comme ça. Hein. Puisque ça va écrêter en fait toutes les courbes négatives. Elles vont être coupées par les diodes. Et puis comme vous êtes en triphasé, en fait, vous avez plusieurs courbes comme ça. Et ainsi de suite. Et puis le courant que vous récupérez, ben, c'est les crêtes. Voilà. Ce sont les crêtes que vous récupérez. Donc vous avez un courant un peu sinusoïdal, mais qui reste dans le positif, bien sûr. Et c'est ce que vous allez récupérer en sortie d'alternateur. Alors c'est pas un courant top pour les batteries, mais bon, ça suffit, ça charge les batteries. Elles supportent. Maintenant, il y a un autre souci, et on en a parlé déjà dans la vidéo précédente, c'est que cette batterie-là, alors ce pack de 2 batteries, bien sûr, hein, de 420, donc 840 ampères de batterie, je vais le marquer, 840 ampères, on a dit qu'elles ont une très faible résistance, je m'assois, on a dit qu'elles ont une très faible résistance, et qu'elles peuvent absorber la moitié de leur capacité. Donc notre batterie de 840 ampères, elle peut absorber 420 ampères. Mais notre alternateur, lui, il est très loin de délivrer 420 ampères. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme la résistance est très faible, votre alternateur, lui, il va se mettre à débiter à fond dans l'élément qui a le moins de résistance, en fait, pour commencer. Et l'élément qui a le moins de résistance, c'est la batterie LiPo. Donc tout le courant, grosso modo, de la batterie de l'alternateur, par contre, va aller dans la batterie LiPo, et elle accepte 420 ampères. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner à fond. C'est-à-dire pleine puissance, excitation au maximum et tout. Et il va griller. Obligatoirement, il va fondre. Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que les alternateurs sur, on va dire, la majorité des fourgons, ça se situe entre 80 et 140 ampères. Alors si vous avez un 80 ampères, bon ouais, mais même si vous avez un 140, hein, vous êtes foutu de toute façon. Parce que lui, il va demander, la batterie, elle va demander 420, lui, il va partir à fond la charge, et un alternateur, il n'est pas prévu pour tourner à fond de charge. Donc, problème, il va falloir lui limiter le courant qu'il va envoyer dans la batterie. Pour ça, il existe un boîtier qu'on va rajouter ici, et qui s'appelle un chargeur booster DC.
Chargeur booster DC-DC. Pourquoi DC-DC? C'est courant continu vers courant continu. Et sur des mêmes tensions, on va dire. Il va être monté en parallèle, en fait, à la batterie d'origine. C'est-à-dire que l'alternateur est branché sur la batterie, via 2 fils, pour faire simple. Et lui, il va être repiqué sur le plus et le moins. Et il va envoyer, en fait, au BMS. Et le BMS va dispatcher dans les packs de batterie. Avec des fusibles, bien sûr. Mais là, je ne parle pas des schémas de montage, puisque vous les avez tous sur, par exemple, le site de Victron. Vous allez sur le site de Victron, vous regardez les chargeurs DC-DC, vous regardez les chargeurs 220, les régulateurs MPPT, vous avez les schémas de branchement. C'est tout expliqué parfaitement. Et avec les photos des branchements. Donc il n'y a pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, ce chargeur booster? Il va tout simplement récolter le courant de l'alternateur, l'analyser, il va le redresser un peu mieux, suivant les chargeurs boosters. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une courbe de courant sortie de l'alternateur qui est un peu comme ça, on va se retrouver avec quelque chose qui est, voilà nettement mieux. Un courant nettement mieux. En plus, ces chargeurs boosters, ce sont des appareils qui sont récents, à partir de 2011. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ils sont prévus pour des recharges. Alors, ils ont généralement, soit ils sont réglables, soit ils ont un mode où on va pouvoir régler sur le mode LiFePO 4. Donc, ils vont pouvoir alimenter la batterie LiFePO 4 et la recharger. Il faut savoir qu'un alternateur, il va délivrer un ampérage et une tension qui va être variable suivant son régime. Généralement, plus le régime est élevé, plus il est capable de débiter d'ampères. Et plus la tension monte aussi, mais pas forcément. Mais qu'au ralenti, vous n'aurez pas le maximum. Par contre, à partir du moment où vous commencez à accélérer, ça va monter en puissance. Et il se trouve qu'un alternateur, il peut monter à 14,7 volts, 14,8 volts. Ah, problème parce que le BMS, qui protège la batterie, eh ben, il est réglé, lui, à 14,6 volts maxi. Puisque si on dépasse un voltage de 14,6 pour une batterie LiFePO 4, donc pour un pack de 4, on peut endommager la batterie. Pour ne pas endommager la batterie, le BMS il est réglé à 14,6. Alors on peut le régler, on peut le paramétrer via une application Bluetooth, hein, bien sûr. Mais il est conseillé de ne pas dépasser 14,6, c'est-à-dire 3,65 volts par élément. Et vous avez 4 éléments. On s'aperçoit que là, on peut monter au-dessus. Et ce qui va se passer, c'est que si on monte au-dessus de la tension de 14,6, eh ben le BMS lui va se dire hop hop hop, il y a trop de tension, je coupe. Et paf paf, il coupe l'alimentation de la batterie. Et la batterie ne charge plus. Parce qu'on est sur des tensions trop élevées. Premier problème que vous pouvez rencontrer, suivant l'alternateur que vous avez. Mais ça, c'est pas encore un gros problème. Puisque le plus gros problème que vous allez rencontrer, c'est la puissance de l'alternateur. Et l'alternateur, lui, il va se débiter à fond. Et à fond, eh ben, il va cramer tout simplement. Je vous mettrai un lien d'une vidéo dans les commentaires où la personne fait cramer l'alternateur en débitant sur une batterie Victron, d'ailleurs, de 300 ampères. Ils font tourner un alternateur sur un banc et l'alternateur, eh ben, il crame, ouais, tout simplement. Tout simplement. Et alors après, il vous donne des solutions. Alors il y en a plusieurs. Mais bon, il y en a plusieurs, mais bon. Enfin bon. Alors, vous la regarderez cette vidéo, elle est intéressante quand même.
Ce chargeur booster, vous allez en trouver des 20, 30, 40, 50, 60 ampères. J'en ai trouvé un de 100 ampères. Parce qu'on peut balancer 100 ampères dans la batterie, puisqu'elle est capable d'accepter 420. Elle peut accepter 420 ampères. Donc si on arrive à coller un alternateur qui peut produire 420 ampères, ça serait miraculeux. Seulement ça va bouffer une puissance moteur énorme. L'adaptation au niveau de l'entraînement, de la courroie et tout, il faudrait quasiment mettre des engrenages même. Enfin, ou de la courroie crantée. Ce qui n'est pas le cas. On a dit sur ces engins-là, on trouve généralement de 80 à 120, c'est du courant, 80, 120, voilà. Il y en a quelques-uns qui sont montés en 140, 150, 160 des fois, mais c'est pas du montage d'origine. Alors, et ça c'est moi qui vous le dis, un alternateur, si vous voulez qu'il tienne le choc, il ne faut pas lui faire débiter plus que la moitié de sa capacité maximale. C'est-à-dire que vous avez un alternateur, par exemple, vous avez de la chance, vous en avez un qui fait 120 ampères. Eh bien, il ne faudra pas envoyer plus de 60 ampères dans la batterie. Si vous lui demandez plus, il va se mettre à chauffer, et puis bah, il va finir par fondre, ou alors les balais vont s'user à vitesse grand V, enfin il ne va pas tenir longtemps de toute façon. De toute façon, sachez que si vous envoyez beaucoup de courant dans votre batterie, l'alternateur, il ne durera pas très longtemps. Hein. Mais bon, ce sera une pièce de remplacement. On trouve aujourd'hui des alternateurs de 150 ampères à 130, 140 euros, neuf. Hein. Sur Autodoc par exemple, ou Autopièce 24, vous trouvez, sans problème. Alors des fois, il y a des petites adaptations à faire, hein, parce que les poulies ne sont pas forcément les mêmes. Bon, maintenant, si vous trouvez dans votre marque un alternateur plus puissant, ouais, intéressant. Donc avec un 120 ampères, voilà ce qu'on peut faire. On peut très bien mettre un chargeur booster DC-DC de 60 ampères. Et là, ça va fonctionner. Donc l'alternateur va débiter, il sera limité par le chargeur booster à 60 ampères maximum. Et il enverra les 60 ampères, ce qui est déjà énorme, hein, 60 ampères heure, dans la batterie. Donc en une heure, vous allez remettre 60 ampères dans la batterie. En une heure de roulage, à peu près. Bien sûr, plus l'alternateur sera puissant, plus vous pourrez mettre un chargeur booster puissant également. Alors on peut monter un alternateur renforcé. Il se fabrique des 200, des 300, même des 350. J'ai vu 350, 400. Bon, après au-dessus, généralement, on n'est plus en 12 volts, on passe en 24. Hein. Puisqu'après, on est sur plus des alternateurs de camion. Mais on arrive à trouver en 12 volts, on arrive à trouver jusqu'à 300 ampères. Donc forcément, avec 300 ampères, si vous le faites marcher à moitié, ben, vous pouvez le faire marcher à 150 ampères de charge, à condition de trouver un chargeur booster qui veuille bien délivrer 150. Et ça, c'est pas joué. Et ça va être très cher. Mais enfin bon, voilà. 60, ça se trouve, c'est encore abordable, bien que ce soit cher quand même. Mais charger à 60 ampères, c'est déjà très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au-delà de 2011. Alors je ne pourrais pas vous donner une date précise, parce que suivant les marques et comment ont été fabriqués les camions et ainsi de suite, mais c'est après 2011. Donc après 2011, sont arrivés sur les véhicules des alternateurs dits intelligents. Alors pour moi ils ne sont pas intelligents du tout, mais enfin bon. Voilà. Pourquoi? À cause des normes pollution, et ce sont les normes Euro 5 et Euro 6, qui sont encore plus draconiennes. Voilà. Alors les normes Euro 5, Euro 6 sont des normes de pollution, et ben les camions, il faut qu'ils y passent. Voilà. Donc pour éviter de la pollution, l'idéal c'est de faire consommer moins, tout simplement. Si on consomme moins de carburant, il y a moins de sorties, il y a moins d'émissions à l'échappement, donc on arrive à passer des normes supérieures. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, l'alternateur, il est branché en direct sur le moteur, il tourne tout le temps, il produit tout le temps, plus ou moins.
force tout le temps. Et en fait, la moitié du temps, il tourne. Quand la batterie, ici, est chargée, il produit toujours, mais pour pas grand-chose. Donc ils se sont dit, on va lui mettre un système intelligent qui détecte ce que fait le conducteur. Tout simplement. Alors il faut savoir que sur certains modèles, après 2011, alors il y a des 2012 qui ne l'ont pas, hein, c'est un petit peu à chacun de voir de son côté. Et bien l'alternateur, il faut savoir qu'il ne charge que dans deux cas. Il ne charge que lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, c'est-à-dire vous avez besoin de réduire votre vitesse, hop, vous levez le pied de l'accélérateur, et là, l'alternateur tout de suite comprend que vous avez levé le pied, se met en charge et charge la batterie porteur, parce qu'ils n'ont pas pensé au camping-car quand ils ont fait ça. Donc ça charge la batterie porteur. Quand vous freinez, pareil, ça part à fond de charge sur la batterie porteur. Mais dès que vous accélérez, eh ben, l'alternateur se coupe. Il n'y a plus de charge. Plus de charge batterie. Alors, très bien quand vous descendez un col, vous allez être en frein moteur tout le long, et vous allez même freiner. Toute la descente, votre alternateur, il va charger. Par contre, si vous faites la fiesta le soir en bas, vous dépensez plein d'énergie et tout, puis que le lendemain matin, vous vous dites, bon, ben, on va remonter là-haut, comme ça, il y en a pour 2 heures à remonter, les batteries seront pleines. Et ben, quand vous arrivez en haut, les batteries sont toujours vides, parce que vous n'êtes qu'en accélération, vous n'êtes pas en freinage et en décélération, et puis quand vous arrivez en haut, ben, il n'a pas chargé l'alternateur. Donc en fait, ce boîtier chargeur d'essai pour les véhicules d'après 2011 aux normes Euro 5 et Euro 6, en fait, il trompe électroniquement l'alternateur pour lui faire croire en fait qu'on est toujours en accélération, qu'on est toujours en décélération. Et il va permettre d'envoyer un courant d'excitation dans l'alternateur pour le faire produire. Et il va produire constamment, c'est-à-dire comme les anciens véhicules qu'on avait avant, qui produisaient de l'énergie dès que le moteur tournait. Voilà, donc on fait une marche arrière en fait. On est obligé de lui mettre un trompeur, on va dire, pour lui faire croire qu'on est en décélération ou en freinage, et il faut tout le temps qu'il débite pour recharger cette batterie. Donc les gens qui ont des camping-cars modernes, ils s'aperçoivent que ça ne charge pas. Donc ils sont obligés de rajouter ce chargeur booster. Mais dans le cas d'une batterie LiFePO4, il le faut aussi, puisque ce chargeur booster est réglable bien sûr, et il n'enverra jamais une tension, jamais supérieure à 14,6 volts. De cette façon, le BMS ne se mettra jamais en coupure et vous aurez toujours votre charge de votre batterie. Alors, certains chargeurs booster sont connectés Bluetooth, donc on peut aller dans les paramètres, régler. Alors régler, c'est-à-dire lui indiquer, soit manuellement avec des connectiques, des vis, des réglages et autres, soit via le Bluetooth, lui dire attention, j'ai une batterie LiFePO4, donc vous cochez LiFePO4, et il va adapter sa tension pour qu'elle ne dépasse jamais 14,6, ça sera toujours légèrement en dessous, il n'y aura pas de coupure. Attention, je veux maximum tant d'ampères parce que j'ai un alternateur de 120, donc il ne faut pas que tu balances plus de 60, autrement l'alternateur va brûler. Et ainsi de suite. Alors généralement, les ampères, on ne peut pas les régler, c'est à l'achat. À l'achat, vous allez acheter un 30, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, un 100. Il faudra faire attention à votre alternateur. Si vous voulez mettre un 100, eh ben, il faudra au moins un alternateur de 200 ampères. Donc là, il faudra changer l'alternateur. Mais vous allez charger beaucoup plus vite votre batterie, tout simplement. Alors, un petit mot sur les chargeurs. Votre camping-car, il est sûrement équipé d'un chargeur 12220. Alors, si vous avez un chargeur performant ou moderne, vous avez peut-être la possibilité, alors soit mécaniquement d'intervenir dessus, soit électroniquement via une connexion Bluetooth, et de lui faire choisir un algorithme de charge différent de la charge plomb. Puisque les charges plomb, en fait,
sont des algorithmes à 3 phases. Il y a 3 phases de charge différentes. Sans rentrer dans le détail, il y a l'absorption, le bulk et ainsi de suite. L'équilibrage et tout ça. Et les batteries LiPo, enfin pour LiPo, pardon, LiFePO 4, à ne pas confondre, elles sont très simples à recharger. Elles n'ont que 2 phases. Et puis quand elles sont rendues à la tension, ben, ça coupe et terminé. Donc en fait, il est beaucoup plus simple de recharger une LiFePO 4 qu'une batterie plomb, ce qui est un bien d'ailleurs. Le problème, c'est que sur les vieux camping-cars, ben, ça n'a pas été prévu. Donc votre chargeur, déjà, il n'est sûrement pas assez puissant. Et puis s'il n'est pas prévu pour une LiFePO 4, il ne faut surtout pas recharger la batterie LiFePO 4 avec un chargeur qui n'est pas prévu pour. Ça veut dire que ça va engendrer encore des frais supplémentaires puisqu'il va falloir changer le chargeur 12220. Et il va falloir faire attention aussi à une chose, c'est que vous vous dites, oh j'ai une batterie qui peut absorber 420 ampères, donc si je la laisse 2 heures de charge, 2 fois 420, 840, elle est pleine au bout de 2 heures. Ah oui, il va falloir trouver un chargeur qui est capable d'envoyer 420 ampères. Impossible, vous n'en trouverez pas. Les chargeurs se limitent à bien moins que ça. Maintenant, vous allez pouvoir trouver des chargeurs quand même relativement assez puissants, mais ils sont chers quand même, hein, les puissants. Et dans les modernes, bien sûr, vous avez la possibilité de lui indiquer que vous allez charger des batteries LiFePO 4. Alors vous allez trouver des 10 ampères, des 15, des 20, des 25, des 30, 40. À partir de 40, ça devient déjà plus difficile. Et les prix montent bien. Donc il faut bien chercher, il y a possibilité de trouver des trucs pas mal. Mais faites attention à une chose, c'est que les bornes, dans les aires de repos, alors principalement les aires de repos gratuites, hein, où vous avez l'électricité gratuite, et oui ça existe, il y en a encore, eh bien il faut savoir que ces bornes-là, elles sont généralement limitées à un courant de base, qui fait même pas 1000 watts. Donc si vous mettez un chargeur trop puissant, vous faites disjoncter la borne à tous les coups. Même dans les campings, ou les aires de repos, ils vous précisent généralement sur les bornes tant d'ampères. Alors il faut faire le calcul, sachant que par exemple, dans le meilleur des cas, vous allez trouver des bornes à 16 ampères. Alors c'est pas compliqué, hein, on va dire 230 volts multiplié par 16 ampères égale, ici vous avez la puissance, vous regardez combien ça fait de puissance. Donc je ne vais même pas le faire, hein, vous le faites vous-même. Une fois que vous avez la puissance, ben, votre puissance, elle est égale à... Alors pour charger une batterie, il faut mettre environ 14,5 volts. 14,5 volts, que multiplie I, les ampères. Donc votre puissance, vous la mettez là, 14,5 fois I, et vous allez trouver I, le I maxi que vous allez pouvoir utiliser par rapport à la borne. Faites attention à une chose, le chargeur 220/12, il n'est pas efficace à 100% non plus. Lui aussi, il a une perte. Il a une perte due à la chaleur, due au câblage, donc, et à sa conception, il ne sera pas à 100%. Donc lui aussi va consommer. Généralement, les chargeurs, mon chargeur, il est efficace à 97, 98%, 97%. Prenez 97%, mais il y a 3% de perdus qui vont être consommés, qui ne vont pas rentrer dans la batterie. Donc c'est toujours à additionner ça. Puisque tous les appareils ont déjà leur propre consommation. Quels que soient les appareils. Il faut bien y penser aussi, ça. Que ce soit un convertisseur de courant, par exemple 12-220, certains vont vous dire qu'il tourne à 95, quand vous mesurez, vous êtes plutôt autour de 90. Hein. 10% vont être perdus, et généralement en effet joule, donc en chaleur, dans le transformateur. Donc vous ne récupérez que 90%. Mais c'est quand même une consommation dont il faut tenir compte. Et tous les transfos ont une consommation interne. Donc quand vous faites votre calcul en fait, de tous les éléments que vous allez avoir dans votre camping-car, il faut aussi tenir compte
des pertes de chaque élément. On va revenir à un truc parce que ça m'horripile, je vois encore ça. Et ça me dégoûte. Quand vous achetez un camping-car neuf, généralement, il n'y a même pas de panneau dessus. Ou alors, ils vont vous faire gracieusement cadeau d'un panneau. Ça, c'est généralement le cadeau qu'ils font. Il est à tel prix, voilà, mais on va vous mettre le store extérieur qui n'était pas prévu. Puis s'il y a le store, ben, allez, on va vous faire un geste commercial, on va vous monter un panneau avec un régulateur. Et alors là, le panneau qu'ils vont vous mettre, ça va être du 100, 120, 130, 150 watts maxi. Donc pas se casser le cul, un panneau qui vaut même pas 100 balles. Et puis ils vont vous mettre un régulateur qui vaut 100 et quelques. On va dire 150 si c'est un Victron. Donc 250 € de frais plus le câblage, les connecteurs MC4, voilà. Bon, puis après c'est de la main d'œuvre, mais il n'y en a pas tellement pour tellement longtemps de monter un panneau et un régulateur. Mais par contre, ils vont vous dire c'est un cadeau à 1700 €. Hein. Ça, pas de problème. Hein. Alors que c'est complètement faux. Hein. Complètement faux. Et en plus, ça ne va rien produire. Le pire, c'est que ça ne va rien produire. Ou quasiment rien. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors ne tombez pas dans ce piège-là. Et si vous achetez un camping-car neuf et qu'on vous dit ben, on va faire un geste, on va vous monter un panneau, ou il est déjà prévu dans le prix, ou il est déjà sur le camping-car, et ben, je vais vous montrer un truc que pas beaucoup de gens savent, parce qu'ils font pas attention, et puis ben, vous vous faites berner, vous vous dites ben, ça produit rien, pas grand-chose, hein, c'est inintéressant. Ben, tout simplement pour une raison toute simple. C'est que la plupart du temps, on vous met des panneaux pas chers. Et les panneaux pas chers, ce sont des panneaux, bon, on va mettre quand même du monocristallin, hein, pas mettre du polycristallin, mais généralement c'est souvent du 12 volts. Alors, je ne vois même pas pourquoi ils les appellent 12 volts, parce que de toute façon, un panneau, il ne fait pas 12 volts, il a une tension évolutive suivant la luminosité. Donc il va partir de très bas jusqu'à tension à vide, tension de coupure, c'est-à-dire que les fils débranchés, les deux fils du panneau débranchés, autour de 20-21 volts. Très bien. Alors, vous êtes dans votre camping-car. Un beau camping-car. Le pare-brise là, hop, voilà. Allez, on va le dessiner un peu de côté. Voilà. Enfin, il est comme ça, le camping-car. Voilà. Hop. Et puis là, vous avez, généralement, derrière, ils vous mettent un beau panneau, là. Hop, impeccable. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le matin, vous avez le soleil ici. Il se lève. Donc, vous avez un soleil, des rayons, une luminosité rasante. Votre panneau, il va monter au maximum, quand il est connecté, 18-19 volts, 18,5, 18,6 par là. Allez, on va mettre 18,5 pour faire un chiffre. 18,5 volts. Seulement quand le soleil est rasant, ça ne monte pas à 18,5, hein, ça bien moins. On sait très bien que pour charger une batterie, qu'elle soit d'ailleurs lithium, fer phosphate ou plomb, je parle même pour les batteries plomb, hein, et même principalement pour les batteries plomb, que la charge va débuter à partir du moment où on atteint une tension de 14,5 volts. Le problème, c'est que votre panneau à bloc, il monte à 18,5. Il n'y a que quand le soleil va être au zénith, que là, vous allez avoir vos 18,5. Mais là, vous allez être inférieur à 18,5. Et au coucher le soir, pareil. Vous n'aurez pas la tension suffisante pour alimenter la batterie. Donc, il y a une partie du matin où vous allez perdre, et vous allez perdre beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi, et une partie du soir où vous allez perdre, grosso modo, vous gardez que les meilleures heures de la journée. Et tout le reste est perdu. Alors vous allez me dire, oh, ça ne fait pas grand chose le matin, ça ne fait pas grand chose le soir.
Ah ouais, mais qu'on additionne les deux, qu'on additionne tout sur un petit panneau, ça fait beaucoup. Ça fait même énormément. Et c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Puisque si vous regardez chez Victron, alors bien sûr, entre un panneau et une batterie, on est obligé de mettre un régulateur. Et il y a deux types de régulateurs, les PWM ou les MPPT. Le MPPT est 20% supérieur en production au PWM. Et même Victron dit que lui, il a une telle rapidité du recherche du point maxi que il arrive à gagner environ 10% par rapport aux autres régulateurs MPPT. Ce qui n'est pas forcément faux. Ce sont parmi les meilleurs régulateurs. Donc on peut compter sur environ 30% de plus par rapport à un régulateur basique. Donc c'est quand même avantageux et d'avoir un Victron. Voilà. Bon, après c'est le prix. Mais pour un petit panneau comme ça, le régulateur il vaut 100 balles, un petit peu plus, peut-être 120 en concession. Prix client. Mais je vais vous montrer ça sur internet. Mais je vous l'explique quand même avant et après je vous le montrerai sur mon ordi. Il est bien spécifié sur tous les régulateurs MPPT Victron. Je dis bien tous, que ce soit à petite puissance ou à grosse puissance. Ils vous disent que le MPPT accepte la charge à partir du moment où la DDP, la différence de potentiel entre la batterie, alors admettons que vous ayez une batterie plomb, par exemple, qui a, allez, on va dire, elle est à 12 volts. Donc on n'est pas chargé à fond, il en manque. Vous vous dites c'est pas grave, aujourd'hui il fait soleil, le soleil se lève, c'est bon, ça va charger. Ah ouais, mais pour que le MPPT déclenche, eh ben, il lui faut 5 volts de plus. C'est-à-dire qu'il ne déclenchera pas la charge tant qu'il n'y aura pas 17 volts. Et pour monter à 17 volts, et bien là, le matin, si là on était à 6 heures, comme en ce moment, vous n'aurez aucune charge, il va peut-être falloir attendre 10h30, 11h, pour avoir le soleil ici, pour atteindre les 17 volts, pour que ça se mette en charge. Et toutes ces heures-là, ce sont des heures de perdu. Une fois qu'il est déclenché, parce que c'est plus subtil qu'on peut y penser, une fois qu'il est déclenché, c'est-à-dire dans les heures intéressantes, quand le soleil est presque zénith, vous allez être supérieur à 17 volts, il s'est déclenché, c'est bon. Et là, il va charger. Donc il va charger l'après-midi, et là, il va se couper quand? Alors là, c'est différent. Une fois qu'il a été enclenché, le régulateur, il se coupera seulement quand il y aura une DDP de 12 plus 1. Là, on était sur du plus 5 volts. Et il coupera à plus 1 volt. C'est-à-dire que quand vous aurez 13, alors c'est fou parce qu'entre-temps la batterie va charger, donc elle va monter au-delà de 12. Mettons qu'elle monte jusqu'à, je sais pas moi, 12,8. Plus 1, ça fera 13,8. Si jamais la tension redescend, tension panneau, la tension PV, si elle redescend en dessous de 13,8, bon, le MPPT il coupe. Et puis c'est pas sûr qu'après il y ait un rayon de soleil qui soit capable de faire reprendre. Ce qui veut dire que là vous n'allez pas perdre autant que le matin, mais vous allez perdre quand même une bonne partie le soir, où vous aurez une tension trop faible. Et puis ça, plus ça, eh ben, c'est des moments qui ne servent à rien. Et le matin, c'est énorme parce que vous allez être obligé de monter au moins, alors ça dépend, si vous avez une batterie à 11, ben ça fera 16 volts. Il va falloir monter à 16 volts sur un panneau qui est capable d'en produire 18,5. Croyez-moi bien qu'il va falloir attendre un moment avant que le MPPT déclenche. Mais ça, personne ne vous le dit, ça. Alors vous avez un panneau, puis vous vous rendez compte ben, que vous chargez 3 fois rien, quoi.
Alors, c'est pas compliqué. Au lieu d'avoir un panneau soi-disant 12 volts, surtout demandez un panneau 24 volts. Il faut absolument demander un panneau 24 volts. Puisqu'un panneau 24 volts, lui, en puissance maxi, ça ne sera pas 21 volts, c'est-à-dire circuit ouvert. Circuit ouvert, il sera à 38-40 volts. Ce qui veut dire que le matin, on va dépasser tout de suite les plus 5 volts par rapport à la batterie, très rapidement, et que ici, déjà, bing, aïe, le MPPT déclenche, tout ça, c'est gagné en charge. Ou alors, si vous avez un panneau 12 volts, eh ben, il y a une autre solution. C'est d'en remettre un autre de 12 volts également et de les monter en série. Plus, moins, plus, moins. Et hop, au MPPT. Et là, c'est comme si vous aviez un panneau 24 volts et ça va déclencher de très bonne heure. Alors quand je vois les aberrations qu'ils nous font aujourd'hui, qui nous montent encore des panneaux, puis attention, il y a encore des gens qui y croient dur comme fer. Ils vont même vous monter des panneaux PERC en 12 volts, des panneaux back contact, des trucs qui coûtent cher. Pour avoir un maximum de rendement, ils vont vous mettre un bon régulateur Victron, c'est ce qui se fait de mieux. Mais ouais, mais vous avez oublié ça les gars? Vous avez oublié qu'il faut plus 5 volts pour que ça déclenche? Voilà les aberrations. Alors, je l'ai vu tellement de fois, ça, et je le vois encore. Hein. Je le vois encore dans les concessions. Hein. Les gens, ils sortent des concessions, tout est neuf. Ils leur ont mis un panneau neuf, un MPPT, gratuit ou payant. Et ils sortent rien du tout à cause de ce plus 5 volts là. Et le matin, ça ne charge pas. Donc ça, faites-y attention. C'était petit aparté par rapport à la batterie LiFePro 4, mais il faut quand même le dire, parce que c'est tellement important, tellement de gens se font avoir avec ça. Alors que le matériel, il est bon, il est parfait. C'est juste la tension du panneau qui ne correspond pas. C'est tout. On va arrêter là pour aujourd'hui, parce que là, pour cette vidéo-là, je crois qu'elle est déjà assez longue. Et puis quand elles sont longues, les gens ne regardent plus. Alors...